Alors on le sait, Vladimir Poutine a besoin d'une victoire avant de reprendre un nouveau mandat, on en a parlé, et peut-être ensuite déclarer une nouvelle mobilisation pour sa guerre en Ukraine, on verra. En attendant, évidemment, il faut tenir, il faut maintenir la pression et gagner du terrain. On l'a beaucoup évoqué depuis le début de cette émission. Alors il a, semble-t-il, trouvé la parade pour regarnir ses rangs en attendant les élections. Regardez, c'est la BBC qui nous l'apprend, ne plus gracier les prisonniers. En fait, c'est une info qui est tombée sur Telegram. La BBC a découvert cette info sur Telegram dans une conversation qui était dédiée aux anciens prisonniers partis combattre. Et voilà ce que raconte la BBC. C'est donc un homme nommé Sergueï qui parle à des gens qui sont sans doute volontaire pour partir. Il dit comment il est recruté pour la guerre. Avant, vous pouviez le faire pendant 6 mois et être libéré. Maintenant, vous devez tenir jusqu'à la fin de la guerre. En fait, nous explique la BBC, l'armée russe a repris le programme de Prigojine en février 2023, offrant dans un premier temps les mêmes incitations que donc Prigojine. Mais cet arrangement signifiait que les prisonniers libérés pour combattre pouvaient rentrer chez eux après 6 mois et se trouver dans une position plus privilégiée que les soldats réguliers. On l'avait déjà évoqué sur ce plateau. Ça a bouleversé les hommes mobilisés et leurs familles, évidemment. Ça veut dire donc que ces hommes ne sont plus graciés quand ils reviennent, mais qu'ils bénéficient de libération conditionnelle si et seulement si ils reviennent. En fait, général, le système là qui a été mis en place par le Kremlin, c'est de dire bon, il n'y a plus de contrats qui tiennent, le contrat se renouvelle automatiquement. Tu combattras jusqu'à la fin, et non, alors soit jusqu'à la mort, soit jusqu'à la fin de la guerre. Alors le contrat d'engagement jusqu'à la durée de la guerre, c'est un contrat classique en fait. On l'a en France, on l'a utilisé à chaque grand événement, notamment Première, Deuxième Guerre mondiale, etc. Donc ça, type de contrat, il est connu dans toutes les armées du monde. Ouais, okay. Alors ils l'ont pas utilisé, là ils le mettent en œuvre et ça touche qui ? Ça touche à la fois des criminels et des unités d'assaut. Alors les criminels, par définition, ils ont déjà un statut très particulier. Les unités d'assaut, ce qui les différencie des autres, c'est que le taux d'usure n'est pas le même du tout. Donc les probabilités de s'en sortir vivant sont beaucoup plus faibles que si vous êtes dans l'artillerie ou dans le transport ou dans l'aviation. Donc on est évidemment sur une autre logique. Mais disons que le fait d'avoir un engagement pour la durée du conflit, c'est du grand classique dans les armées, ça. Ça a été valable dans l'armée américaine, dans l'armée britannique, dans l'armée française. Alors après, il y a autre chose, c'est plus de grâce, mais une liberté conditionnelle. Si vous revenez du front, par exemple, vous êtes médaillé, et donc là, vous avez le droit de rentrer chez vous. Vous recevez une distinction d'État, ou vous êtes blessé et inapte au combat. Vous rentrez chez vous, vous êtes un ancien tolard. Vous n'êtes plus gracié comme ça avait été prévu au début. On vous offre une liberté conditionnelle, mais vous restez toujours coupable aux yeux de la loi. Alors, est-ce qu'ils ont eu, à suite des premières, entre guillemets, libérations de ces criminels après 6 mois chez Wagner, est-ce qu'ils ont eu toute une série de cas de crimes qui ont succédé avec le retour de ces gens ? C'est possible. Et que là, ils aient pris des mesures pour restreindre des libertés accordées aux hommes qui terminent ce combat, c'est vraisemblable. D'autre part, avant, il semble que maintenant, la situation soit un peu rééquilibrée côté russe, et donc ils ne sont plus dans la dépendance qu'ils avaient vis-à-vis de Wagner, où finalement, Wagner, Prigojine obtenait à peu près tout ce qu'il voulait parce que l'armée russe était en difficulté. Là, on n'est plus dans la même situation. Prigojine a disparu. Les milices Wagner ont été reprises en main par l'armée et donc on se retrouve avec des unités d'assaut un peu spéciales qui étaient d'une tradition aussi dans l'armée rouge. L'armée rouge, on prenait des unités d'assaut, étaient formées justement de prisonniers plus ou moins consentants et qu'on envoyait pour en avant des premières lignes d'infanterie. Alors, on va parler des Storm Gladiators avec vous, Magali, dans une seconde, parce que ça aussi, c'est une nouvelle unité qui est assez impressionnante. Juste une chose là-dessus, ça permet aussi, Emmanuel Véron, et ça, c'est ce qu'explique la BBC, ça permet à Poutine de ne plus signer de décret de grâce, parce que ça commençait à devenir politiquement compliqué pour lui. Il sort complètement du champ, du coup, c'est le ministère de la Justice qui gère et qui accorde des libertés. Exactement, et en fait, c'est clairement une mesure qui est actuellement prise, ou en tout cas est en voie d'être prise, en amont de l'élection mi-mars de ça, Poutine. c'est lié. Ouais. Tout ça est un calcul en fait de politique intérieure et de laisser glisser le sujet vers le ministère de la Justice et que ça soit plus directement sous sa houlette. Donc ça renvoie en fait qu'il y a une adaptabilité en matière politique par rapport à ces sujets qui sont des vrais sujets de sécurité intérieure en fait, parce que le sujet du parc carcéral russe articulé au front
c'est un immense sujet pour puiser, on l'a dit plusieurs fois sur ce plateau, de la main-d'œuvre pour la chair à canon, en fait. Mais tous ne sont pas morts, tous ceux qui sont blessés ou inaptes au combat reviennent dans la société. Ça pose d'énormes sujets dans les villages, de la violence qui est retour avec des gens qui sont traités, etc. Je me souviens. Ouais. Donc c'est un vrai sujet. Donc ça lui permet ici politiquement de regagner un petit peu au niveau d'un potentiel électorat, si en fonction du volant de trucage des élections, etc., de revenir un petit peu là aussi à l'initiative sur ce sujet-là. Alors ceux-là, ils s'appellent les Storm V. Et alors il y en a encore d'autres, Magali, qui sont eux une élite. Alors on a vu leur nom tout à l'heure, et là on est alors encore moins avec des enfants de cœur, s'il peut y avoir une gradation, une échelle des enfants de cœur. On peut les rappeler, les enfants de cœur, effectivement on connaissait très bien Wagner, on en a parlé, on connaissait très bien les Storm Z ou les Storm V, donc des unités effectivement qui étaient composées d'anciens prisonniers qui recrutaient donc leurs unités dans les prisons. Eh bien on va vous présenter les Storm Gladiator. Ce bataillon est aussi composé d'anciens détenus. Cette fois il s'agit d'une unité d'assaut qui appartient aux forces spéciales, donc c'est tout à fait officiel, contrairement à Wagner qui était une milice. Là, cette unité-là, elle appartient au ministère de la Défense. Il a été créé, ce bataillon, en septembre 2022, et pour faire partie de cette unité, il y a quelques critères. Il faut être jeune, en bonne santé, être expérimenté surtout. Il n'y a que des anciens policiers ou des anciens militaires qui la composent. Autre critère important, être célibataire. Et pour cause, ce sont eux qui mènent les assauts les plus difficiles sur le front ukrainien, les combats les plus compliqués et les plus risqués surtout. Le quartier général se trouverait en Tchétchénie. D'ailleurs, ils sont entraînés par l'unité tchétchène Akhmat, mais aussi par d'anciens de chez Wagner et par la garde nationale russe, excusez du peu. Alors, juste une parenthèse, pourquoi on les appelle gladiators ? Parce que leur ancien chef, en fait, était nommé Spartacus. Donc voilà, et donc il y a un moment donné, dans un message d'adieu, parce que maintenant il est en disgrâce, il a osé se plaindre, donc on l'a gentiment un petit peu évacué, il appelait ces hommes les gladiateurs. Donc c'est resté, c'est les Storm Gladiators. Comme les autres, ils sont très bien payés, mais ils n'ont pas de statut privilégié. Comme les autres, ils ont un petit peu de difficulté à percevoir leur solde, ils ont des difficultés à obtenir les avantages sociaux qu'on leur a promis, et puis aussi, ils aimeraient qu'il y ait un petit roulement sur le front, et c'est pas toujours le cas. Ces combattants ont beau être expérimentés, les pertes sont colossales. D'après des témoignages de soldats qui servent dans cette unité, moins de 40% d'entre eux survivent au combat. Ils ont donc déjà un réel souci de renouvellement des effectifs. Et on sait où ils sont déployés pour le moment ? Là, ils sont du côté de... Non, ils étaient déployés dans la région de Zaporijjia. Ah oui, c'est ça, dans la région de Zaporijjia. On a l'impression qu'on ne sait plus faire sans les milices, en fait, Catherine. D'ailleurs, il y en a au moins une trentaine aux dernières informations. Et c'est vrai qu'ils ont quand même un problème au-delà même de toutes ces milices, parce que récemment, en Russie, on a créé des maisons de retour des combattants. Parce que non seulement ceux qui avaient été recrutés en prison, quand ils rentrent, effectivement, vous le disiez, il y a un taux de récidive qui est assez spectaculaire, avec des plaintes régulières et évidemment des populations qui ont à subir ces exactions, mais également les soldats qui reviennent du front, comme l'a dit Magali, pour eux, il y a énormément de pertes, mais pour les autres aussi. Et donc maintenant, ils sont pris en charge, ils ne sont pas renvoyés directement chez eux. Il y a des maisons pour les accueillir et essayer de les remettre un peu sur les rails d'une vie quotidienne normale. Donc c'est dire aussi que au-delà du recrutement, il y a aussi un vrai problème pour le retour de ces hommes. Franchement, ceux-là, je ne pense pas qu'ils fassent particulièrement peur aux Ukrainiens, ce qu'on voit là sur les images. Mais la milice, c'est toujours effectivement à manier avec beaucoup de précautions, parce que depuis l'affaire Prigojine, évidemment, il ne faut pas qu'elle prenne trop d'importance pour être éventuellement un contre-pouvoir. Et en même temps, d'avoir des têtes brûlées comme ceux que vous avez décrits, ça permet de les envoyer sur les premières lignes en exonérant les soldats des armées régulières de trop grandes pertes. Ce qui est intéressant, Emmanuel, dans ce que dit Catherine, c'est qu'elle parle de sas de décompression, ce qui existe d'ailleurs chez nous. Enfin, je veux dire, les militaires de retour, je parle sous votre contrôle, s'arrêtent à Chypre, par exemple, et demandent, par exemple, des hommes qui soient célibataires. Alors, est-ce que c'est par pure humanité du Kremlin, parce qu'on n'a pas envie de voir une famille exploser parce que le papa est mort, ou c'est simplement venir manifester en demandant le retour? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est ça. Oui, exactement. C'est l'effet en fait social ou sociétal, et puis aussi pour verser des pensions si familia ou s'il y a une veuve, etc., ou des enfants. Donc ça permet de faire des économies entre guillemets. C'est économie d'hommes.
chercher des têtes brûlées que l'on peut consommer, avec des guillemets, etc., qui ont une expérience militaire. Et ça, c'est important parce que, en fait, ici, c'est une manière quelque part de refaire ou de recomposer ce qu'a été l'une des réalités de Wagner. C'est-à-dire que c'est quand même proche des troupes de choc, sous le contrôle du général Delors, mais en fait, on a un mélange ici entre services spéciaux, Spetsnaz, c'est-à-dire des forces spéciales très entraînées, très particulières dans le dispositif militaire russe, dans ce cadre de la milice, qui serait Gladiator ou autre chose, peu importe. Mais c'est une manière de recomposer des forces d'élite qui seront utilisées sur tel ou tel point, tel ou tel contexte du front. Par exemple,